Je remercie, alors je remercie pas aussi longuement, mais je remercie Pierre et Janine de nous permettre régulièrement de nous retrouver autour de André Malraux. Et je vous dis ma joie de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Alors du coup, j'enclenche mon chronomètre, comme mes étudiants quand ils passent le compte oral. C'est parti. Alors, j'aimerais partir de un paradoxe, sinon ma perplexité, qui a surgi quand j'ai commencé à réfléchir au sujet que Janine, merci Janine, m'a proposé pour inaugurer ces deux journées de colloque. La liberté, donc. Alors, immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le dictionnaire André Malraux et j'ai découvert que, oh, surprise, Janine avait fait l'entrée liberté dans le dictionnaire André Malraux. Et donc, je suis partie de ton texte. Et effectivement, on commence par une évidence, c'est que la liberté, c'est la valeur, ou une des valeurs. L'autre, c'est la fraternité, un teasing. Et la valeur centrale de la vie, de l'œuvre d'André Malraux. Tant, je dirais, par son comportement, on va pas faire la répétition, je dirais, de tous les engagements d'André Malraux, mais aussi dans sa personnalité, encore que peut-être on a vu plus rebelle dans le monde des écrivains à cette époque-là, mais effectivement, anticonformisme, mythomanie, goût pour l'aventure, des intérêts relatifs pour les contingences matérielles font effectivement une forme de liberté, et évidemment l'ensemble de l'œuvre qui assure sans doute la cohérence qui va de son aventure journalistique, Raoul nous en parlera, à son œuvre romanesque jusqu'à son engagement auprès du général de Gaulle pour la culture notamment. Or, quand on fait ce que j'ai commencé à faire à partir de cet été, un rapide, sans doute non exhaustif relevé du terme liberté dans son œuvre, je vous donne rapidement mon corpus, j'ai pris les romans, j'ai pris les textes politiques qui sont regroupés dans l'édition Folio, oh surprise, faite par Janine aussi, et j'ai aussi travaillé sur les voix du silence, donc j'ai exclu, parce que l'été était décidément trop court, les anti-mémoires, l'accord des sourires et les textes, on va dire, pseudo-autobiographiques. Donc quand on fait ce relevé, on remarque plusieurs choses. La première chose, c'est que l'apparition du terme existe, elle est là notamment, je dirais, dans la deuxième partie, en termes que terme, liberté. Dans la deuxième partie de la vie de Malraux, c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans des titres de conférences, l'artiste et la liberté, dans le titre de la revue, évidemment, liberté de l'esprit, et évidemment dans tous les discours politiques autour, peut-être pas de la liberté, mais du terme similaire qui est libération, similaire ou en tout cas dérivé. Mais ce relevé se heurte à une relativement mince occurrence en fait du terme, d'abord avec une majuscule. On pourrait imaginer, si je reprends on va dire la consigne du matin, c'est-à-dire les valeurs, que le terme liberté devient une valeur à partir du moment où il est utilisé avec une majuscule. Donc on le voit assez peu ou moins apparaître que ce qu'on aurait pu imaginer au regard de justement cet engagement, etc. et cette cohérence. On le voit peut apparaître en tant que valeur, si je définis une valeur, un référent supérieur, un absolu, peut-être quelque chose de trop figé pour justement apparaître comme tel. Et ce terme liberté apparaît donc assez peu dans les romans, alors qu'on l'attendrait dans ces romans. Alors si, évidemment, dans la communication que je taperai, promis, pour le 20 décembre, si on prend le relevé, on le retrouve dans Les Conquérants, on le retrouve dans deux éléments, évidemment, quand Garine est en procès parce qu'il se rend compte qu'il a perdu sa liberté ou qu'il a joué sur un jeu qu'il n'imaginait pas être aussi important, alors qu'il s'imagine, on va dire, plus grand, en tout cas il veut un plus grand destin. Et surtout, on le retrouve dans cette phrase que tu cites justement, et qui est très juste dans le dictionnaire, qui est « Quand je pense que toute ma vie j'ai cherché la liberté, qui donc est libre ici, de l'international, du peuple, du moi, des autres, j'ai passé ma vie à servir ». Et effectivement, quand on regarde cette citation, on se rend compte que le mot liberté est contraint. C'est-à-dire que quand il apparaît, quand il y a une occurrence, il n'est pas posé comme valeur, mais plutôt comme impossible ou comme horizon. Et c'est plutôt finalement l'aliénation qui est mise en évidence. Si on reprend, mais très rapidement, dans la condition humaine, étrangement, le mot liberté apparaît beaucoup. Dans la relation entre Kyo et Aimé, dans la relation de couple, je t'ai donné ma liberté, tu en as pris, la liberté c'est la liberté, on arrive même à une tautologie dans la bouche de May. Donc il y a de nombreuses occurrences, mais finalement moins politiques que, je dirais, sentimentales, dans la mesure où évidemment elle prépare
ce que Kyo va éprouver avec Mei, va préparer sa propre libération et son propre engagement politique. Mais, encore une fois, ce terme-là apparaît peu, il apparaît associé au marxisme, mais il est remplacé par un autre mot, qui est le mot volonté. C'est-à-dire que quand Malraux parle du marxisme, il dit évidemment ailleurs, dans un autre discours, que c'est une école de liberté, mais dans la condition humaine, il n'utilise pas le terme, il utilise le terme volonté, il l'oppose à la fatalité, on y reviendra. Et le terme apparaît dans une phrase qui est exactement l'inverse de l'éloge de la liberté, puisque c'est un ouvrier qui la prononce, il dit « je préfère la prison à mourir de faim en liberté », ce qui est effectivement, vous le concéderez, et pas forcément la valorisation de celle-ci, en tout cas dans la formulation. Bon, si on suit, on le retrouve dans l'espoir, dans l'opposition entre les anarchistes et les communistes. Et on voit d'ailleurs au passage comment cette liberté chez les anarchistes est associée à un bon vouloir, éventuellement à un refus de l'autorité, plus qu'au déploiement d'un concept plein, ce qu'on pourrait appeler une liberté positive, on y reviendra. Et on va le retrouver évidemment dans le domaine de l'art, puisqu'on parle de liberté d'art associée à la Révolution. On le retrouve enfin dans l'art royal, mais là aussi plutôt avec un adjectif. Cette fois-ci, le terme n'apparaît pas en tant que substantif, mais comme adjectif, ce qui suppose une expérience de la liberté. C'est important. La liberté peut-être pas un concept, mais elle est davantage une expérimentation et une prise de conscience. Être libre, je voudrais les forcer à être libres, c'est la phrase de Perken à propos dans la dernière partie des tribus qui veut amener vers un royaume, en fait. Dans le temps du mépris, une seule mention, la libération de Dimitrov. Étrangement, un roman qui se passe en prison et qui, effectivement, tourne autour de la liberté, mais ne la nomme pas. Enfin, dans les Noyelles d'Altenbourg, c'est là qu'elle apparaît le plus. On dira que c'est relativement logique, puisque précisément on passe dans la deuxième partie de la vie, la deuxième grande partie de la vie de Malraux, et que la liberté est associée... Enfin, le roman est écrit dans un premier temps pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est associé au gaullisme, à la révélation du gaullisme, et donc associé à la libération. En somme, cette introduction est décidément longue, mais on n'est qu'à 6 minutes 30. En somme, ce relevé n'est donc évidemment pas exhaustif, mais il peut surprendre de la part d'un intellectuel, d'un homme, d'un romancier qui a été obsédé par la liberté. Malraux finalement ne la mentionne que relativement peu dans ses textes, là où on l'attendrait. En revanche, la notion de liberté se dessine à travers un champ lexical, ses représentations, et je dirais un champ sémantique qui lui est approché, délivrance, arrachement, volonté. Délivrer quelqu'un, on va y revenir. S'il faut chercher la liberté, il ne faut peut-être pas la chercher en tant que substantif, mais dans la nébuleuse de termes qui vont permettre de définir ses contours. On observe dans un premier temps qu'elle est ce qu'on appelle négative en philosophie, c'est-à-dire que la liberté, c'est ne pas être contraint, pour devenir progressivement quelque chose de positif, c'est-à-dire une affirmation, un statut. Et pour ça, il faudra que le général de Gaulle arrive au pouvoir et qu'on lui associe l'autorité. Donc, j'annonce mon plan en 3 parties. Désolée, normalement à Sciences Po c'est 2-2, hein, mais bon, on va dire 3 parce qu'aujourd'hui on est en littérature, on fait du hors-piste. Je vais essayer de faire un parcours très rapide, mais vous avez compris qu'on galopait ce matin, qui nous permettra d'approcher la valeur liberté dans l'œuvre, dans la réflexion, à partir en fait d'un cheminement logique qui est un cheminement dialectique, et que Malraux ne refusera pas, puisque dès le départ, il fréquente Bernard Grothuysen, qui lui-même connaît Alexandre Coiré, qui est un des plus grands commentateurs de la dialectique du maître et de l'esclave. Or, on est bien d'accord que pour parler de liberté, il faut effectivement affronter la question de l'esclave et du maître, et donc en 3 temps. On est d'abord aliéné dans un premier temps, on finit par découvrir que soit on meurt, soit on existe et qu'il faut se révolter. Deuxième temps, la libération. Mais le problème de cette libération dans l'esclave, dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est que l'esclave peut devenir un maître et lui-même devenir source d'aliénation. Comment sortir en fait d'une liberté qui exige le sacrifice de tous pour exister? Ça sera la 3e partie. C'est parti! On y va. Première partie, la liberté, non plutôt l'absence de liberté. Pour découvrir la liberté, il faut d'abord se découvrir existant. Et deuxièmement, aliéné. Alors si on suit évidemment le parcours des héros de Malraux, mais aussi peut-être aussi de Malraux, on passe par une prison du côté de l'Indochine pour comprendre que la liberté est peut-être plus importante que, on va dire, un jeu un peu gratuit de vol de statues ou d'avortement dans les conquérants de Garine. Donc au départ, on a une situation limite, c'est Hegel qui nous le dit. L'esclave est tellement aliéné qu'il a le choix entre le néant et quelque chose qui relève d'une intuition et qui va
aboutir à l'existence. Première expérience donc de cette liberté, l'absence de liberté, et on comprendra toute l'importance du motif de la prison dans les romans de Malraux. La plupart des romans de Malraux font un détour par une prison. Et d'autre part, Malraux est fasciné par trois grands écrivains qui sont Cervantes, aidez-moi, Robinson Crusoe et je sais plus, le Gréco, non, c'est le troisième écrivain, c'est Daniel Defoe, qui, en fait, ont créé leurs plus grandes œuvres parce qu'ils ont fait le détour, et Dostoïevski, parce qu'ils ont fait le détour par la prison. Donc, premier temps, on est tellement aliéné, on est tellement écrasé. C'est Melrich qui est face à sa femme, ses enfants et qui a besoin d'être délivré. C'est Garine qui se retrouve dans un procès jugé pour quelque chose qui n'était finalement pas son idée de la grandeur. Tous font le détour par l'écrasement, la négation absolue. Et ça suppose, premier temps, une conscience de soi. Donc la première idée, c'est l'idée qu'on existe. Donc deux temps. Dans un premier temps, l'écrasement. Je passerai vite parce que globalement, c'est le point de départ de toute la pensée de Malraux, c'est-à-dire la condition humaine. L'écrasement fondamental, ce qui révèle l'obligation de combattre pour la liberté, c'est la révélation de la condition humaine. Elle a de multiples déclinaisons. Dans Les Noyers de l'Altenbourg, c'est le résumé de cette phrase magnifique. Nous n'avons pas choisi de naître, nous n'avons pas choisi de vivre, nous n'avons pas choisi. Donc, la première expérience, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Et en négatif, de vouloir l'avoir. C'est-à-dire de vouloir pouvoir avoir de multiples possibilités. Ça passe donc par la vieillesse dans la voie royale, la mort évidemment, l'impuissance de l'enfance, mais également cette scène magnifique où Lénine, sur le bord de la mort, voit sa main s'ouvrir et se fermer et se rend compte que l'histoire est en train de se jouer sans lui. Son destin est définitivement fermé. Cette expérience de la non-liberté, on la retrouve dans les relations affectives, mais on les retrouve évidemment sur un plan politique, c'est-à-dire l'écrasement de la Chine, l'écrasement de l'Asie, l'écrasement des républicains face aux franquistes. C'est résumé d'ailleurs par une très belle phrase dans La Voie royale que je ne résiste pas à l'idée de vous la lire. Vous ne savez pas ce que c'est que le destin limité, irréfutable, qui tombe sur vous comme un règlement sur un prisonnier. La certitude que vous ne serez que cela et pas autre chose, que vous aurez été cela et pas autre chose, que ce que vous n'avez pas eu, vous ne l'aurez jamais. Et derrière soi, tous ces espoirs qu'on a dans la peau, comme on n'aura jamais aucun être vivant. En fait, la révélation de la liberté se fait par une première phase de négation. Et dans ces cas-là, soit on n'existe pas et on est littéralement détruit, soit on a cette première révélation que Hegel appellera le sentiment de l'existence, pour ensuite devenir une prise de conscience, c'est-à-dire une liberté, être en soi et pour soi. Alors cette existence, on la retrouve aussi dans le vocabulaire d'André Malraux. Exister, évidemment, c'est ce que veut Hong dans La condition humaine. Exister, une vie et rien d'autre. Les conquérants. J'ai avec violence l'impression que la seule force de ces gens, en parlant des Chinois, est un sentiment trouble, que les maux qu'ils ont subis sont la seule chose dont ils aient vraiment conscience. De même, les Anamites. L'Annam correspond à un pays qui prend conscience de lui-même. Donc on retrouve ce vocabulaire, ce champ lexical de la prise de conscience associé à l'existence. Le deuxième point, et ça c'est très intéressant, c'est que pour passer du négatif au positif, il faut nier le négatif. Ce qu'on retrouve dans une des plus belles phrases de Malraux dans Les Noyers de l'Altenbourg, créer des images pour nier notre néant. Et là, la grammaire nous étonne. C'est-à-dire que Malraux, en tâtonnant, en cheminant vers la liberté, travaille sur le négatif. C'est-à-dire comment on nie l'aliénation pour fabriquer quelque chose qui est en train de se dessiner, qui s'appelle la liberté. Et là, la grammaire nous aide. L'anti-destin, le privatif devant le substantif. Délivrer, livrer de. Si vous regardez systématiquement la manière dont chaque personnage parle de sa liberté passe par en fait un système de privation ou de négation. Garine jouait sa vie sur cette carte sale, ridicule, qu'il n'avait pas choisie, pour lui était intolérable. Il parle d'impuissance navrante. Melrich, Chen le lui dit, la mort, non, c'est Katov qui lui dit, la mort va te délivrer. Et évidemment, l'art est défini dans Les Voix du silence comme ce qui a permis à l'autre d'être moins esclave. En pratique, Garine le répète à l'envi, il y a quelque chose qui compte, de ne pas
être vaincus. Étape supplémentaire, une fois qu'on a nié l'aliénation, il faut quand même fabriquer quelque chose qui s'appelle la liberté. On chemine donc, et c'est ma deuxième partie. Cours, Forest. Alors, on y va. Comment on passe de l'existence à la révolte? Bon, grosso modo, on est bien d'accord qu'on ouvre, je suis en train un peu d'enfoncer des portes ouvertes, donc cette formulation, elle passe par le fait de dire non. Évidemment, c'est De Gaulle, évidemment, c'est Antigone, avec cette phrase magnifique qui précisément renvoie à la thématique de ce matin, occidentaux, quelle valeur défendez-vous? On est en 1952, et voilà ce que Malraux écrit. La cariatide de l'acropole est présente dans notre symbole, dans notre symbolique. Elle est symbolique de la liberté grecque, parce que l'entablement du temple, qui pèse sur elle avec un poids du destin, la raidit dans la souple fierté des porteuses d'amphores, et sa bouche effacée redit au siècle l'immuable réponse d'Antigone. Non. On commence donc par nier, une fois qu'on a pris conscience de soi-même. Simplement là, allez, je fais un détour par mon autre maître, Albert Camus, puisqu'on glose évidemment autour de lui. Évidemment, ce que montre très bien Camus dans le début de L'Homme révolté, c'est que la révolte commence par une révolte individuelle. Avoir le sentiment d'une existence et avoir le sentiment d'une existence personnelle dans un premier temps. Et le cheminement qui est celui de Malraux, mais aussi évidemment de celui de tous ces personnages, c'est de voir comment en fait la revendication individuelle de la liberté n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'être libre tout seul, c'est d'abord nier le monde autour de soi et ignorer toute l'aliénation autour de soi. C'est juste insupportable pour quelqu'un qui est un minimum embarqué dans l'existence. Et d'autre part, et c'est ce que montre très bien May Akio, reconnaître la liberté de l'autre, c'est probablement fonder la sienne. On ne peut pas être libre tout seul. Et c'est justement ce cheminement. On dit non pour soi, Camus le dit très bien, je me révolte. Mais ça définit un nous sommes, c'est-à-dire une collectivité. Camus le dit d'ailleurs très bien, ce nous sommes suppose un ensemble de valeurs. On dessine progressivement la valeur de la liberté. Il y a donc un élargissement indispensable, l'élargissement que propose Garine. Il a lui-même, je dirais, c'est lui-même battu pour son destin, mais il ne trouve finalement de porte de sortie à la mort que dans le don de sa vie à un destin plus grand qui est celui de la libération de ses compagnons. C'est la même chose d'ailleurs au passage pour Perken, qui est probablement le personnage le plus individualiste, ou l'un des personnages les plus individualistes de Malraux, qui, d'une certaine manière, cherche à créer un royaume et qui dit « j'ai cherché toute ma vie à être libre et je veux forcer les autres à être libres ». Il faudrait les forcer à être libres, c'est évidemment la trajectoire des héros de l'espoir. Pour que cette liberté existe, il faut qu'elle donc soit fraternelle. Je m'arrête là, parce que sinon je fais du hors-sujet. Problème, c'est qu'on arrive sur une limite, très rapidement, c'est-à-dire que cette liberté, quand elle devient collective, elle va se heurter en fait à des apories. Ces apories sont les suivantes. Alors d'abord, effectivement, rappeler que la liberté individuelle est aussi une aporie, je pose ça sur le côté, quand on se libère tout seul. C'est l'opium, par exemple, avec Gisors, ou c'est toute la thématique du jeu. Si on tient le destin d'un homme dans les mains, on est libre soi-même, mais on écrase les autres. Et donc on n'est pas véritablement libre. Donc, quelles sont ces apories, hormis la solitude ou l'égoïsme? L'aporie majeure, elle est développée dans un premier temps dans la condition humaine, elle est au cœur de l'espoir, c'est dans quelle mesure cette libération collective ne passe pas par en fait une aliénation, l'exigence du sacrifice individuel. On croit ce qu'on appelle la fin de l'histoire, qui est au cœur de la pensée de Camus, dans L'Homme révolté, et qui est en fait dessinée tout au long des questions que se pose Kyo dans la condition humaine. Est-ce que je sacrifie ma collectivité, mes amis, mes frères, au nom, on va dire, de la directive stalinienne? Et c'est évidemment au cœur de l'arbitrage entre les anarchistes et les communistes dans l'espoir. Est-ce que finalement on préfère la liberté de la femme de Moscardo à la réussite et à la victoire? C'est un élément important qui permet d'ailleurs au passage à Malraux de faire la différence entre une liberté du bon vouloir, du bon plaisir, celle quand même malgré tout, ça me fait mal de le dire, mais il associe à l'anarchisme, chacun agit à son bon goût, tout est foutu dans l'espoir, la haine de l'autorité, ça n'est pas la liberté. Mais en même temps, très rapidement, au sortir de la guerre, autant on voit Malraux essayer de faire du grand écart aux alentours de 1934 en disant « mais oui, on peut véritablement être libre en Union soviétique », je vous rappelle par exemple la liberté de l'artiste, etc. Autant au sortir de la guerre, il faut bien dire, il répète à l'envi que Eisenstein n'arrive plus à faire des
des films dans son pays. Du coup, se pose la question de savoir si le marxisme n'est pas non seulement une volonté, mais surtout une fatalité, c'est-à-dire qu'il sacrifie la liberté des individus ici et maintenant, dans le présent, au lieu d'une liberté à venir qui, Camus le dira, sensiblement à la même époque, s'éloigne de plus en plus et s'apparente à une imposture. Je cite, « Occidentaux, quelles valeurs défendez-vous en 1952 ? Le marxisme confond production et création, œuvre asservie, œuvre inventée. » On arrive donc à un paradoxe dangereux, une illusion. Pour que la liberté soit collective, il faudrait finalement renoncer à la sienne. Pour qu'une liberté soit réelle, il faudrait qu'elle s'inscrive dans un cadre qui est celui de la norme. Pour qu'enfin il y ait liberté, il faudrait renoncer à vivre. C'est quand même un peu compliqué de retrouver tout simplement la révolution ou la liberté ou la mort des révolutionnaires et de suggérer qu'il est devenu la liberté et la mort. Du coup, troisième partie, j'ai presque fini. Dépassement, liberté et métamorphose. Comment faire finalement pour sortir de ces apories ou de ces limites, puisque cette liberté finit par se nier elle-même, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Pour reprendre la dialectique de l'esclave, c'est le moment où l'esclave devenu maître oublie un peu son passé et est susceptible éventuellement de faire la même chose aux gens qui l'entourent et de devenir un maître lui-même. Ou, comme le dit Camus, Prométhée, qui, alors qu'il était l'homme de la libération, devient le prototype d'une aliénation collective arithmétique, qui est celle de la fin de l'histoire. Au sortir de l'après-guerre, Malraux est confronté à ces questions-là et il croise le gaullisme, enfin pas que croiser en fait, il le rencontre, hein. C'est parce que c'est lui, parce que t'es lui. Donc, tout d'abord, la liberté va être associée à la libération. C'est à ce moment-là qu'on voit se déployer le mot était délivrance avant, et il devient liberté. On voit très bien, je dirais, l'évolution. Et il va créer une mythologie de la libération à travers ses discours, etc. Mais aussi, on va le retrouver plus fréquemment dans ses discours, dans le choix de la revue Liberté de l'Esprit, et il va associer évidemment cette liberté à la nation française. Et là, évidemment, on ne peut pas échapper effectivement à la manière dont De Gaulle va incarner à la fois la libération, mais surtout, dans son arrivée au pouvoir, à une liberté qui va devenir enfin une valeur et qui va acquérir un statut. Cette liberté, elle est associée à la France, à la nation. Dans le discours des compagnons à la résistance, dire liberté, c'est dire merci à la France. Jeanne insiste dans son article français. Les Français sont le peuple fier de ses libertés. Donc le propos de Malraux opère à ce moment-là un changement notable. Là où il opposait liberté anarchiste et liberté communiste, il va essayer désormais de définir une liberté française autour de l'autorité du général de Gaulle. Et on voit associer au terme liberté le mot autorité. Bon, il n'invente pas grand-chose. Depuis le XVIIIe siècle au moins, avec Montesquieu, avec Voltaire, la liberté s'exerce dans le cadre de la loi. On n'est libre, somme toute, que dans un cadre qui est défini et qui est législatif. Néanmoins, et ça c'est très intéressant, Malraux va l'associer aussi donc à l'autorité du général de Gaulle, les anti-mémoires, tiens je l'ai quand même lu. Le problème capital de la libération, c'est sans doute de concilier l'autorité réelle de l'État avec les libertés réelles des citoyens. Donc on voit comment Malraux essaie de fabriquer en fait un nouveau vivre ensemble à travers le rétablissement des libertés et l'autorité du général de Gaulle. Vous avez des longues phrases à peu près partout à cette époque-là, les années 50, l'appel aux intellectuels par exemple en 48. Nous voulons rendre à la France le rôle qu'elle a tenu déjà à plusieurs reprises aux époques romanes et gothiques, comme au XIXe siècle, qui a imposé son accent à l'Europe quand il était à la fois celui de l'audace et de la liberté. À peu près tous vous qui êtes dans le domaine de l'esprit, des libéraux, pour nous la garantie de la liberté politique, la liberté de l'esprit n'est pas dans le libéralisme. La garantie de la liberté, c'est la force de l'État au service de tout. Donc, grosso modo, pas de liberté sans État, et un État particulier qui est celui de la justice sociale. Émergence d'un État-providence qui associe évidemment dans l'État-providence la diffusion de la culture. À ce moment-là, effectivement, la liberté peut s'ouvrir et devenir une valeur. Et elle devient une valeur parce qu'elle est partagée. Je me demandais à ce moment-là comment, et évidemment elle est associée à la culture, hein, une belle phrase, ainsi art et culture nous apparaissent-ils comme l'expression de la plus profonde liberté. Alors pour conclure, ou tout moins pour arriver, je me demandais comment j'allais conclure samedi dernier en faisant une purée. Et en écoutant le même magnifique émission qui est Quand les dieux rôdaient sur Terre, sur France Inter, de la mythologie, et qui a raconté qui définissait la valeur et qui disait que la valeur n'est pas quelque chose en soi immuable, qui ne bouge pas, mais qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, c'est-à-dire du partage. Si quelque chose a de la valeur, c'est parce que je peux le donner à quelqu'un. Et donc en fait,
pour Malraux, si finalement je n'ai pas trouvé trop souvent le mot liberté, un petit peu quand même, hein, malgré tout, mais dans l'œuvre de Malraux, c'est parce qu'en fait elle n'est pas figée. Et on arrive dans cette conclusion à l'idée que la liberté n'est pas quelque chose qui se décrète, qui se possède, même si elle est défendue par les lois. Elle est un statut, indéniablement, et a fortiori dans la Ve République, ça suppose la liberté d'expression, la liberté de découverte, etc. Elle est défendue. Mais pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait ce mouvement permanent de va-et-vient, que Malraux appelle la transformation. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on trouve tout un champ lexical qui est évidemment celui de la métamorphose. Alors pour conclure définitivement, à l'issue de ce rapide parcours, nous avons donc vu que la liberté n'est pas véritablement, elle n'est pas en soi dès le départ. Elle est d'abord à quoi elle s'oppose. Elle se construit contre l'aliénation. Nous avons vu ensuite qu'elle s'expérimente. Pour qu'il y ait liberté, il faut l'avoir vécu, il faut en avoir pris conscience et il faut être libre et non pas avoir la liberté en soi. Et surtout, et c'est là que Malraux est sans doute le plus moderne, pour qu'elle devienne une valeur, il faut à la fois qu'elle devienne commune, elle ne peut pas être individuelle, même si elle doit l'être, puisqu'il ne faut pas que cette communauté nous vole notre liberté individuelle. Il faut qu'elle devienne commune, collective, et surtout il faut qu'elle croise à ce moment-là la fraternité. Et que cette valeur peut s'apparenter certes à un statut, notamment à partir de la Ve République, qui est associé à la justice sociale, ce qui est très important, parce que beaucoup plus tard, mais pas finalement tant. On aura John Rawls qui travaillera sur la justice sociale et qui nous parlera de capabilité. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de définir la liberté en soi, de la déclarer, si elle n'est pas en acte et si on n'envisage pas toutes les possibilités pour un être humain de pouvoir se l'approprier. Et quand Malraux crée la revue qui s'appelle La liberté de l'esprit, il ne dit pas ce qui est important dans liberté d'esprit, c'est liberté. Parce que l'esprit, ce sera ce que vous en ferez. Et la liberté, ça n'est pas finalement un contenu, c'est davantage un champ des possibles. Et on comprendra comment tous les textes de Malraux ne finissent pas sur le terme de liberté, mais en fait l'approche, en parlant de infini des possibilités. Et évidemment, la plus infinie des possibilités, c'est la création. Et c'est pour soi, évidemment, que Malraux est au cœur, enfin, que la liberté est au cœur de la liberté. Parce que, évidemment, ce mythomane, cet homme politique, cet intellectuel, était fondamentalement un créateur. Et il l'avait dit dès le départ, avec Garine, on ne se défend qu'en créant. Je vous remercie.